Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entrevue, le podcast qui donne la parole aux partenaires du Centre Jacques Cartier. Fondé en 1984, il s'agit d'un réseau 100% francophone, issu du Québec et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il rassemble les acteurs académiques, institutionnels et économiques des deux territoires, notamment à l'occasion de sa manifestation phare, les Entretiens Jacques Cartier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Annie Boutillette, directrice exécutive des relations institutionnelles à l'École de technologie supérieure de Montréal au Québec. Bonjour Annie. Bonjour. L'ETS est spécialisée dans l'enseignement et la recherche en génie et le transfert technologique. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs et elle entretient un partenariat étroit avec le milieu des affaires et l'industrie, tant avec les grandes entreprises qu'avec les PME. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler des projets, des temps forts de l'ETS qui se sont déroulés cette année? Eh bien, il y a eu beaucoup de temps forts et beaucoup de projets. Donc, d'abord, laissez-moi vous dire qu'on est à la veille de notre 50e anniversaire. Moi, je suis arrivée à l'ETS il y a environ 2 ans. Ces 2 années-là et la dernière plus particulièrement ont été extrêmement enrichissantes puisqu'on a fait beaucoup de progrès, notamment au niveau de notre notoriété. Donc, l'ETS, je me plais à dire, est un secret bien gardé. Et donc, nous avons mis sur pied beaucoup de projets, notamment 2 instituts. Donc, un institut en infrastructure résiliente au changement climatique, l'Institut Adapté, ainsi que l'Institut en technologie de la santé là, qui se poursuit et dont la mise en œuvre se poursuit en ce moment. On a eu aussi l'occasion de réactiver, de réaffermir nos relations à l'international, notamment grâce aux entretiens Jacques Cartier, mais aussi avec 2 missions internationales en France qui nous ont permis d'aller à la rencontre de nos partenaires. Donc, c'était une année assez charnière, je vous dirais, avec une grande croissance du nombre d'étudiants dans nos murs, mais aussi de projets qui ont pu stimuler l'ensemble de l'équipe à devenir une plus grande université, mais aussi une université qui demeure extrêmement pertinente pour le génie et pour l'industrie. L'ETS forme 25% des futurs ingénieurs québécois. Qu'est-ce qui la distingue des autres universités ou écoles d'enseignement supérieur? En fait, effectivement, on forme 25% des futurs ingénieurs québécois avec Polytechnique, là, c'est 50% au total. Donc, c'est une école qui a une très grande pertinence. Il faut savoir qu'au Québec, c'est plus de 30% des postes vacants actuellement qui sont en génie et en informatique, parce qu'on forme aussi des gens en informatique. Et donc, on a un modèle particulier. C'est un modèle qui nous permet en fait de venir combler une grande pénurie de main-d'œuvre. C'est un modèle d'enseignement coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos étudiants ont des stages obligatoires en industrie. Leurs professeurs ont tous été formés, ont tous évolué en industrie. Et donc, on est très près des besoins de la société, des besoins des entreprises. C'est ce qui alimente en fait aussi les programmes de recherche. Donc, je dirais qu'on a cette connexion-là avec le terrain qui est non seulement très formatrice, mais qui fait aussi des étudiantes et des étudiants qui sont aptes à relever les défis d'aujourd'hui et qui sont aussi, en bon français, qui s'intègrent très rapidement au marché du travail par la suite. On a un taux de satisfaction des employeurs de plus de 95%, et donc on sait que ça fonctionne très bien et que nos étudiantes et étudiants sont recherchés. Je vous dirais que c'est ce qui nous distingue en fait des autres écoles d'ingénierie. La société évolue très rapidement, et notamment dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie. Selon vous, quels sont les enjeux principaux auxquels les ingénieurs vont devoir faire face dans les années à venir? Énormément d'enjeux où les ingénieurs vont avoir à s'impliquer. Je le disais tout à l'heure, on est très près du terrain, très près de ce qui se passe, des grands défis. Je pense au changement climatique, je pense aux grands défis de la santé, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce qui se déroule en matière de diplomatie scientifique. Donc, il y a énormément d'enjeux auxquels les ingénieurs vont devoir répondre, mais pas seulement via les technologies ou les innovations, mais aussi dans cette conscience-là d'un environnement social et économique qui évolue. On pense beaucoup à la multidisciplinarité, à l'interdisciplinarité. Mes collègues ont souvent tendance à dire une technologie ou une innovation qui reste sur la table ou dans un tiroir, ça sert à rien. Donc, il faudra qu'on se pose justement ces grandes questions-là. Comment nos innovations et nos technologies vont pouvoir réellement servir à relever les défis planétaux que nous avons, mais pas seulement, aussi se dire
est-ce que les humains vont l'adapter? Et donc, on travaille de plus en plus avec des psychologues, avec des sociologues, avec des gens du terrain. Je donne un exemple, dans la technologie de la santé, on travaille avec les hôpitaux, les médecins, les patients, les infirmières. Donc, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème pour s'assurer que nos technologies répondent aux besoins, mais aussi qu'elles seront adoptées. Donc, je vous dirais que ça, c'est un des premiers défis que je vois. Et le deuxième défi, c'est la diversité des opinions, la diversité des points de vue. Je pense aux femmes en génie, c'est un grand défi. Les jeunes femmes sont moins interpellées en ce moment par les sciences, en particulier les sciences du génie. Et donc, nous avons à cœur d'augmenter le nombre de femmes dans les rangs, simplement parce qu'elles ont leur place, parce qu'elles ont leur manière de voir. Et je suis tout particulièrement interpellée par cette question-là étant la seule femme au comité de direction de l'ETS, mais aussi parce que je sais à quel point les marches peuvent être hautes, les défis peuvent être divers et je pense qu'elle pourrait trouver dans la science une manière de se réaliser et c'est un discours qu'on doit avoir et dès le plus jeune âge. Donc, je dirais que c'est pas mal le deuxième grand défi que je vois pour le domaine des technologies et de l'ingénierie. De très beaux défis, effectivement. Parlons maintenant de la relation entre l'école de technologie supérieure de Montréal et le centre Jacques-Cartier, puisque vous avez fait le choix d'intégrer le réseau du centre Jacques-Cartier. Pouvez-vous peut-être nous dire quelques mots sur la façon dont est né ce partenariat entre l'ETS et le centre Jacques-Cartier? En toute humilité, je vous avoue qu'il y a 2 ans, je ne connaissais pas évidemment le centre Jacques-Cartier puisque j'étais évidemment dans d'autres sphères. C'est une des premières choses qu'on m'a dites en arrivant. Rencontre ces gens-là, rencontre le centre, vois à quel point ils sont déterminants dans cette relation que nous avons entre le Québec et la France. Et donc, c'était très important pour moi d'aller à la rencontre du centre Jacques-Cartier, de discuter pour voir quels étaient les projets de collaboration qu'on pouvait avoir ensemble. On a eu la chance aussi, je le disais tout à l'heure, de faire des missions internationales et une de ces missions-là nous a permis de découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans lequel siègent les entretiens Jacques Cartier. Et ça a été un véritable coup de cœur et j'en suis pas cachée, je l'ai dit aux collègues qu'on a rencontrés des universités là-bas et aux partenaires qu'on a rencontrés. C'est une région de cœur qui ressemble beaucoup au Québec. On a une collégialité sur nos points de vue, nos perspectives. Et je pense que le Centre Jacques Cartier est un pilier de cette relation-là et c'était très important pour moi qu'on puisse discuter de ce que nous pouvions faire ensemble et que nous puissions aussi proactivement suggérer des projets de plateformes communes ou d'échanges communs, ce que nous avons fait d'ailleurs. Et donc, je suis très heureuse de cette rencontre très fructueuse entre nos deux organisations. Vous avez participé à la dernière édition des entretiens Jacques Cartier en région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment à Lyon à l'automne 2023. Pouvez-vous nous parler peut-être de collaborations qui sont nées à l'occasion de ces entretiens Jacques Cartier ou d'échanges qui ont vu le jour dans le cadre de ces entretiens, peut-être en lien avec la mission que vous aviez menée précédemment? Tout à fait, cette mission, effectivement, nous a permis de découvrir une région, mais des gens aussi extraordinaires avec qui il était très important pour moi que nous puissions échanger. Et donc, il y a énormément de questions qui se posent actuellement au niveau des universités. L'ETS en fait partie. On parle d'internationalisation de nos institutions universitaires. Je dirais que l'ETS, en ce moment, est une université internationale, hein. 75% de nos étudiants de cycle supérieur proviennent de l'extérieur, du Québec et en grande partie de la France. Donc, nous sommes une université internationale et donc il y a des grandes questions qui se posent, justement, comment nous pouvons avoir un accueil plus grand, plus collégial, hem plus intéressant pour notre communauté internationale. Je parlais tout à l'heure de diplomatie scientifique. C'est des grandes questions qui sont importantes sur l'impact que les universités ont dans le discours politique et dans les enjeux politiques internationaux. Et donc, dans cette perspective-là, il nous a semblé intéressant d'échanger lors d'une première commission internationale où mes collègues VPRI, vice-président et vice-recteur des relations internationales, on a pu justement échanger sur ces grandes questions-là que nous avons et qui sont de part et d'autre de l'Atlantique des préoccupations. Et donc, ça a été vraiment extrêmement intéressant et ça a mené en fait à un premier réseau de gens
qui vont se rencontrer, je l'espère. On planifie des rencontres subséquentes, là, 2 fois par année, notamment lors des entretiens, mais aussi en dehors, pour poursuivre cette discussion-là. Donc, je dirais que le Centre Jacques-Cartier nous a permis, en fait, de créer ce réseau-là et qui a vu le jour et qui, j'espère, va continuer de grandir. On comprend effectivement que ça va se poursuivre en 2024 et on s'en réjouit. Pendant ces échanges, ces collaborations, est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez citer, que vous avez appris de vos homologues sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, effectivement, je pense que l'on s'est continué à se découvrir de part et d'autre. Lors de la mission internationale, c'est aussi des choses qui avaient été vraiment frappantes pour nous. On a souvent l'impression, puis je pense que c'est humain de penser comme ça, que nous sommes, les seuls à réfléchir à telle ou telle question, que ce soit au niveau de l'action climatique, que ce soit au niveau, de la sécurité alimentaire ou peu importe. Ceci dit, on a découvert que les sujets de recherche, les préoccupations, les enjeux, les défis que nous avons, heu, sont parfois similaires. Donc quand on se compare, on se console. Je dirais plutôt quand on se compare, on se console ensemble. Donc nous avons pu, déjà échanger sur les meilleures pratiques, voir un petit peu quelles étaient les prochaines voies de développement, tisser des liens de collaboration, notamment au niveau de la recherche. Donc, je dirais que nous avons appris de part et d'autre, mais surtout compris qu'il y avait là une communauté de cœur et d'esprit que nous devions absolument, avec laquelle nous devions garder des liens très forts. Donc, je pense que c'est un des bénéfices, de nos missions, de nos découvertes, mais aussi des entretiens. Annie Boutillette, merci beaucoup pour cet échange passionnant et nous vous souhaitons une belle continuation au sein du réseau du Centre Jacques-Cartier. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrevue, le podcast du Centre Jacques-Cartier. À très bientôt!